Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis ravi de voir autant de gens intéressés par ce sujet. Je suis très content, très ému, très honoré d'être ici ce soir. Dans cette session, on a seulement 30 minutes. C'est vraiment très court. J'ai pas mal gratté de slides. Donc, pour ne pas perdre du temps, j'ai mis directement 5 ou 6 slides, histoire de vous mettre dans le bain, dans le contexte. Et après, j'enchaînerai directement avec des démos bien concrètes. Un slide, une démo. Je tiens juste à préciser que tout ce que vous allez voir dans cette session, c'est purement de l'open source. Donc vous pouvez le reproduire chez vous. Donc c'est ça mon but. Donc en rentrant chez vous, vous pouvez tout essayer. Donc ce qu'on va voir, c'est les microservices, mais pas que ça. Mais avant une petite présentation. Donc je m'appelle Abdelatif Bouchama, je suis senior middleware engineer chez Red Hat. Je suis contributeur dans certains projets comme Apache Camel, Fabricate. Et ici, il y a tous mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc je répondrai avec énormément de plaisir. Donc dans cette session, ce que je vais essayer de faire, donc l'agenda il est très simple. J'essaierai tout simplement de partir d'un exemple que j'ai sur ma machine. Et après, on va aller étape par étape pour atteindre tout simplement notre objectif de microservice et DevOps à la fin. Donc on va essayer de relever ce défi-là en 30 minutes. J'espère que ça peut rentrer dans 30 minutes. Donc, quand on parle d'intégration, donc par défaut, on pense à Apache Camel. Donc Apache Camel, c'est un framework d'intégration open source qui implémente ce qu'on appelle les Enterprise Integration Patterns. Donc c'est un framework qui est devenu de facto le standard en intégration, tout simplement parce qu'il permet de faire du routage de la médiation, il a une architecture modulaire, il a plus de 200 composants, il a aussi des convertisseurs, donc autour de 350 convertisseurs. Donc par exemple, si on veut convertir de string à byte, il y a un convertisseur qui fait ça. Il est testable, il est léger, il fait à peu près 3,3 mégabytes et 1,4 mégas de dépendance. Donc c'est pour ça, Apache Camel, et il y a une grande communauté derrière, donc c'est pour ça qu'il est devenu vraiment le de facto standard en termes d'intégration. Donc si on revient aux microservices, donc pour aller vers les microservices, donc il y a la première étape, c'est choisir un des frameworks émergents comme Spring Boot, Dropwizard, Vertix et autres. Donc dans Camel, on a fait le choix de Spring Boot. Tout simplement parce que Spring Boot permet de faire un déploiement rapide. On a un jar self-contained, on a un jar exécutable où on a tout dedans. Donc on a notre microservice, on a notre serveur d'application. C'est fini l'époque des serveurs d'application lourds. Donc on a un petit serveur intégré directement et on a les dépendances. Donc avec un jar comme celui-là, un jar self-contained, ça permet directement de faire un démarrage rapide. Et il est compatible directement Cloud Ready. Il est Cloud Ready parce qu'il suffit juste d'une JVM pour lancer notre microservice. Donc la première démo que je vais faire tout simplement, c'est que je vais partir d'un exemple, comme je vous ai dit, d'un microservice Camel, hein, et je vais le packager en Spring Boot. Ça sera notre première étape. Donc ici, dans mon projet, j'ai un fichier qui s'appelle rest.xml. Dans ce fichier-là, je définis toutes mes API. Donc par exemple ici, je définis un endpoint REST qui permet de faire un get sur person's ID. Donc une fois qu'on invoque cet endpoint-là, il va faire un appel direct vers cette route. Et cette route-là, tout simplement, elle va loguer un message et elle va renvoyer cette réponse. La réponse c'est Hey, l'argument qu'on vient de passer, et le hostname de la machine qui a traité cette demande. Dans mon POM de XML, il y a un module qui s'appelle Camel Spring Boot Starter. Donc c'est un module qu'on a développé dans Camel qui permet tout simplement de l'autoconfiguration. Donc quand on va démarrer Spring Boot, il va aller chercher ces deux fichiers-là dans le ClassPass et il va les charger automatiquement. Donc sans besoin de configuration derrière. Donc si je fais maintenant par exemple un test, c'est visible ou je dois agrandir un peu? Ça va? Donc si je fais par exemple juste maintenant Maven Spring Boot 2.1, donc je lui demande à la fois de le packager en même temps de l'exécuter.
Donc ce qu'il va faire, donc je vois bien que Spring Boot il a démarré. J'ai mon microservice qui a démarré en 4 secondes, donc super rapide. Et ici on voit bien mon Apache Camel qui est démarré et mon endpoint REST, il est là, donc il est démarré aussi. Donc j'ai parlé de Spring Boot, Camel Spring Boot Starter. Il est où la ligne? Voilà, donc ici. Donc Camel Spring Boot Starter, donc c'est celui-là qui va tout simplement charger les deux fichiers XML que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il va les chercher dans les classes pass et il va les charger et les démarrer. Donc c'est ce qu'il a fait ici. Donc on a dit que c'est un jar self-contained. Donc normalement si je fais java-jar target, je devrais normalement obtenir le même résultat. Donc voilà, il a démarré et j'ai mon flux, mon Apache Camel qui est démarré avec mon endpoint REST qui est là. Donc c'est pareil, donc c'est tout simplement pour montrer que c'est un jar self-contained, c'est un jar exécutable. Donc je peux l'exécuter facilement juste avec ça. Donc le fait que je l'ai packagé en Spring Boot et j'ai un jar self-contained, donc je peux passer vers Docker. Donc je peux le dockeriser. Et pour le dockeriser, c'est assez simple. J'ai juste à faire un from et un java-jar. Et le tour est joué. Et directement, et profiter par défaut de tous les avantages de Docker, qui est l'isolation, la portabilité, la scalabilité, la compatibilité avec les solutions d'hébergement cloud comme privé, public et hybride. Mais en même temps, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il y a un moyen plus facile pour faire ça, au lieu de créer le Dockerfile? Et j'ai trouvé une réponse, il y avait un brave gars dans Red Hat qui a développé un plugin qui s'appelle Docker Maven Plugin. Ce Docker Maven Plugin, il permet tout simplement de builder les images avec Maven, de les versionner, et il n'y a pas besoin d'avoir un Docker client pour le faire. Donc ce plugin-là, il s'appelle Docker Maven Plugin. Ce Docker Maven Plugin, il était embarqué dans Fabricate. Il faut retenir bien ce nom, Fabricate. Donc Fabricate, donc ça sera notre allié dans cette aventure-là. C'est avec Fabricate qu'on va essayer d'atteindre notre objectif. Je ne vais pas définir c'est quoi Fabricate, mais je vais me contenter tout simplement de sa devise. Fabricate, c'est Let's develop microservices faster and have fun. Développons les microservices rapidement et en s'amusant. Donc je me suis dit, face à une telle promesse, je vais voir comment il va nous aider vraiment pour aller vers les microservices. Donc, si je reviens à mon besoin donc, pour dockeriser mon exemple, que j'ai packagé en Spring Boot, donc pour le dockeriser, Fabricate, il m'offre tout simplement une commande, Fabricate Build, qui permet tout simplement de mettre mon exemple sur le dos de la baleine. Le dockeriser, pardon. Le dockeriser, donc l'embarquer dans un conteneur. Donc, on va essayer de tester ça. Donc, le plugin, comme je vous ai dit, c'est un plugin Fabricate. C'est celui-là. Donc, et là, j'ai juste à faire Maven Fabricate Build. Je vais rajouter juste un paramètre que je vais expliquer par la suite. Donc en faisant cette commande, on voit très bien ici qu'il a buildé notre image, build image here, et il a tagué. Donc j'ai mon image qui est prête, et j'ai tout simplement à faire docker run -it-rm. Voilà, j'ai mon microservice qui est démarré par magie. Donc il est dockerisé. Donc quand même, on va aller voir ce qu'il a fait derrière. Hein. Donc il n'y a pas de magie derrière. Donc il a bien fait quelque chose. Donc si je vais tout simplement dans Docker, donc Camel Spring Boot, temp, il a créé un tar. Et dans ce tar, là, il y a un Dockerfile. Donc il a créé un Dockerfile à ma place. Et si je l'ouvre, je trouve tout simplement un from, un env, un expose et un copy Maven. Et le Maven, c'est le répertoire qui est là. Et à l'intérieur, j'ai mon jar self-contained. Donc le fait que je l'ai dockerisé,
Donc je peux encore aller d'une étape de plus, je peux aller monter dans l'échelle et s'attaquer à Kubernetes ou OpenShift. Donc c'est quoi OpenShift? OpenShift, donc imaginons tout simplement qu'on a une multitude de conteneurs Docker. La question qui se pose, c'est comment je peux gérer leur lifecycle, comment je peux les maintenir, comment je peux les connecter. Et la réponse à ça, c'est tout simplement le projet communautaire de Google, Kubernetes, qui se positionne dans ce besoin. Mais si je rajoute comment je peux développer, déployer et exécuter mes applications ou mes microservices dans des conteneurs, là, je reviens tout simplement à la définition d'OpenShift, qui est OpenShift, c'est un pass privé qui est basé sur Docker et Kubernetes et qui permet de builder, déployer, développer, déployer et exécuter nos applications dans des conteneurs. Donc, si je reviens à mon exemple que j'ai dockerisé, si je voudrais le déployer dans OpenShift, donc je reviens toujours à la promesse de Fabricate, et là, Fabricate, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Donc il m'offre aussi plein de commandes, une panoplie de commandes. La première, c'est Cluster Start, tout simplement, dans Fabricate, avec cette commande, il peut vous créer, s'il trouve que vous n'avez pas un environnement déjà d'OpenShift qui est installé, ou pour lequel vous êtes connecté, il va tout simplement, avec cette commande, il va vous créer un environnement localement. Donc Kubernetes ou OpenShift. Donc Fabricate, il fait à la fois les deux. Cluster Start, si on spécifie rien du tout, donc ça sera Kubernetes. C'est la version Minikube. Je ne sais pas si vous connaissez Minikube. Et si je spécifie OpenShift, donc il va me créer le Minishift. C'est un outil qui permet tout simplement de démarrer un OpenShift localement. Et on peut accéder pour faire tous nos développements. Donc on a fabriqué Deploy donc, qui permet de déployer directement dans OpenShift. On a fabriqué Log qui permet de récupérer la log du conteneur pour nous l'afficher, donc pour savoir ce qui s'est passé. Start, c'est pour démarrer notre microservice. Stop, c'est pour l'arrêter. Et debug, ça c'est très important. Debug, ça permet de lancer notre conteneur en mode debug. Et je peux aller dans IntelliJ ou Eclipse, je peux faire un breakpoint pour analyser ce qui se passe dans mon microservice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer tout simplement de le déployer dans OpenShift. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un mini-shift qui est installé localement. Donc, ça permet tout simplement de gérer d'installer un cluster OpenShift pour faire du développement. Donc, c'est un OpenShift où il y a dedans un seul master et un seul node. Donc, pour accéder, pour communiquer avec OpenShift, soit on utilise la console web, soit on a un client qui s'appelle OC, OpenShift client, et il permet pareil de faire tout ce qu'on peut faire avec la web console. Donc là par exemple, je vais créer un projet que je vais appeler DivXFR. Il est vide ce projet-là, donc puisqu'il n'y a rien du tout dedans. Pareil ici. Et là, je vais faire ma vanne fabricate deploy fabricate log. Donc, ce que je lui demande là, tout simplement, c'est de déployer mon exemple dans OpenShift, de le mettre dans un pod. Pod, c'est une unité de déploiement d'un conteneur. Donc, en sorte, c'est un conteneur qui est dedans. Donc, il va déployer mon exemple dans un conteneur, dans OpenShift, et il va me récupérer directement la log. Donc, la log commence déjà là, maintenant. Il commence déjà à démarrer notre microservice. On a la même chose, côté web console. Donc on voit ici que le conteneur il est démarré, mais il est not ready, donc il n'est pas prêt. Il sera prêt quand le microservice il est démarré. Il ne suffit pas que le conteneur il est démarré, il faut que le microservice qui est dedans qui soit démarré. Donc là, je vois ici qu'il est démarré. Donc si je reviens là, normalement, là il est running. Maintenant il est réellement démarré et il est prêt. Donc
il n'est plus en bleu ciel, il est en bleu foncé. Donc, si je l'ai déployé tout simplement dans OpenShift, il y a bien une raison derrière, c'est pas juste pour le fun, hein. Donc, la première raison, c'est tout simplement profiter de tous les avantages qui m'offre OpenShift, comme l'élasticité, service discovery et le load balancing. Dans le microservice, normalement, si on a une forte charge ou un pic, on devrait normalement dupliquer facilement notre microservice pour offrir un meilleur temps de réponse. Donc pour cela, dans OpenShift, je peux scaler, par exemple, mon conteneur. Je peux lui demander de me dupliquer celui-là, par exemple, ou changer juste les réplicas ici. Il va me créer tout simplement de nouveaux conteneurs pour offrir un meilleur temps de réponse. Et il y a un service ici sur la base de ce sélecteur qui est basé sur les labels. Il va détecter tout simplement qu'il y a deux nouveaux conteneurs qui ont été créés. Et il va tout simplement, les requêtes qui vont venir, il va permettre directement de faire du load balancing entre ces trois-là automatiquement. Donc si je reviens là j'ai un curl tout simplement que je lance chaque seconde qui invoque mon endpoint REST et qui me renvoie voilà, hey, Abou Shama. Et là c'est le nom de pod qui traite actuellement ma requête. Ce nom de pod, il correspond à celui-là. C'est la même référence. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui demander de me scaler, donc de dupliquer celui-là, de créer 3 conteneurs. Donc on voit très bien que maintenant il a reçu l'ordre de faire 3. On a un qui est running et les deux, le conteneur il est créé mais il n'est pas encore démarré. Donc une fois qu'ils vont démarrer, on va voir ici la réponse. On va voir ici la réponse qui va changer. Donc, et on va voir que cette réponse-là, elle va changer une fois que les deux conteneurs vont démarrer. Et du coup, ici, puisque la réponse, elle prend le nom du conteneur, donc là, on va voir déjà qu'il y a deux références, voilà, deux qui changent. Donc, il y a du load balancing qui est fait déjà. Et une fois que le troisième, on va voir les 3 références ici qui vont changer. Donc, ces références-là, tout simplement, correspondent aux 3 conteneurs qui ont été créés. Donc on a fait de la scalabilité tout simplement juste avec une seule commande. La même chose que je viens de faire maintenant manuellement, on peut le faire dans OpenShift d'une manière automatique. C'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale automatique. Donc par exemple, je peux dire sur la base d'un des métriques comme le CPU par exemple, si le CPU il atteint une limite de 50%, il duplique directement et il crée un nouveau conteneur. Et je peux lui faire un intervalle par exemple de 1 à 10 et il peut gérer directement lui-même, selon la charge, il va directement dupliquer les conteneurs ou les enlever. Donc si je reviens sur ma décision ici par exemple et je lui dis je veux juste un seul pod, un seul conteneur, donc voilà, il remet ça et mon service il va tout simplement être traité par un seul conteneur. Donc ça, c'était l'un des avantages que j'ai eu avec OpenShift. Le deuxième, c'est le Zero Downtime Deployment. Donc en gros, avec les microservices, on sera amené pas mal de fois à faire des mises à jour. Donc c'est l'idée, normalement, c'est pour ça qu'on le fait. Donc si j'ai bien eu des microservices, c'est pour pouvoir les mettre à jour sans aucun problème. Mais ça ne doit pas générer du downtime, ça ne doit pas impacter mon service. Le client doit toujours ça devrait être transparent pour le client. Donc, pour que ça ne génère pas de downtime, dans OpenShift, qu'est-ce qu'il fait? Donc, toutes les requêtes qui viennent de l'extérieur, il les route tout simplement vers le conteneur où le microservice il est démarré. Et une fois qu'il détecte qu'il y a une nouvelle mise à jour du même microservice, il attend jusqu'à ce que celui-là soit réellement ready, prêt. À ce moment-là,
il va prendre les requêtes, il va les router vers celui-là, et il va supprimer l'ancien. Mais avec zéro downtime, donc aucune requête ne sera perdue. Donc là, tout simplement, je vais aller juste changer ma réponse ici. Donc, je l'ai bien enregistré. J'ai juste changé la réponse et je vais tout simplement le redéployer. Donc, dans OpenShift, il va détecter qu'il y a une nouvelle mise à jour ici. Donc, voilà. Il a détecté qu'il y a une nouvelle mise à jour pour le même microservice. Et là, pour l'instant, j'ai toujours la même réponse parce que la requête elle est traitée par l'ancien microservice. Donc, une fois celui-là, il sera prêt. Donc, il passe en bleu foncé, running. À ce moment-là, il va détruire l'ancien et les requêtes ils vont passer directement sur celui-là. Il va plutôt router les requêtes vers celui-là et après, il va enlever l'ancien. Et ici, on va voir qu'il n'y a aucune interruption de service. On va voir directement que la réponse va changer avec le ZDD que j'ai mentionné. S'il veut bien le faire, hein. Allez. Sur les labels. Il y a des labels qui sont déployés, donc où il y a la version, le nom du projet et le nom du microservice. Et avec ça, qu'il détecte que c'est une nouvelle mise à jour. C'est une mise à jour et non pas... Donc voilà. Donc là, il y a le nouveau microservice qui est déployé. Et là, on n'a pas vu d'interruption de service. Vous n'avez pas vu non. Donc et voilà, avec la nouvelle réponse qu'il a. Ouais. Si on a plusieurs pods pour le même conteneur, du coup, comment il gère ça pour qu'il y ait deux versions différentes? Donc ça dépend. Donc soit il va, il y a deux méthodes, hein. Donc il y a cette méthode-là que tout simplement il va, par exemple si on a trois pods, il va commencer avec le premier et il recevra les réponses des deux. Soit tout simplement on va lui dire tu annules les trois et tu fais router directement vers le nouveau. Normalement c'est par défaut c'est un rolling update donc ça va se passer comme ça. Donc et du coup au début, vous avez eu 3 et après, il y aura un et c'est à vous de le scaler. Ou sinon, si on a une nouvelle mise à jour, on peut directement dire que cette mise à jour déploie directement 3 conteneurs par défaut qui remplacent les 3 qui étaient anciens. Je fais juste vite pour vous montrer plein de choses qui restent encore. Donc, il reste 8 minutes en plus. Oh là là, purée. Donc, en le déployant dans OpenShift, donc j'ai bénéficié de plein d'avantages. Il y en a d'autres avantages que j'ai pas pu vu la contrainte du temps, comme la résilience. Par exemple, s'il se passe un pépin dans mon conteneur, par exemple un out of memory, quelque chose comme ça, donc son état de santé il est pas bien, donc le replication controller il le remplace avec un nouveau. On a le circuit breaker, on a le tracing, login, il y a plein de choses. Mais vu la contrainte du temps, donc je pourrais la présenter une autre fois. Mais du coup, pour passer à notre deuxième défi, qui est le DevOps, donc Fabricate aussi, il a son mot à dire, donc il va aussi nous aider par rapport à ça. Fini les réflexions de oui, ça marche sur votre machine, c'est normal, ou, ou passer des semaines à construire une usine logicielle. Pour moi, c'est rien que le nom me fait peur. Je pense directement à une usine à gaz. Donc, plus le cas maintenant avec Fabricate, tout simplement, une seule commande, Go Fabricate Deploy, il m'installe toute l'usine logicielle, j'aime pas l'usine, une plateforme DevOps sur Kubernetes ou OpenShift, selon ce qu'on veut. Il va installer tout ce qu'il nous faut pour automatiser notre projet. Donc il va installer Jenkins, Git Gogs, qui est l'équivalent de GitHub On-Premise, Nexus comme gestionnaire d'artefacts, et JBoss Force, et voilà, tout ce qu'il nous faut pour automatiser. Donc, si je reviens à mon exemple, donc si je veux tout simplement l'automatiser, pour ne pas perdre du temps, je vais plutôt faire la démo et je reviens l'expliquer. Donc comme ça, pour que ça ne prend pas de temps. Donc, normalement, le point d'entrée, c'est de committer mon code source. Mais même avec cela, dans Fabricate, il m'offre une... excusez-moi, je vais juste prendre une commande pour passer dans un autre environnement.
voilà, je passe juste à default. Donc, j'ai déjà déployé dans, cette logiciel sur ma machine, parce que ça prend un peu de temps. Donc, voilà, ça installe Fabricate, ça installe Fabricate Forge. Gox, c'est ce que j'ai dit, c'est le GitHub on-premise. Ça installe Jenkins, ça installe Nexus. Donc, tout est installé par défaut. Donc, comme j'ai dit, donc, pour automatiser, je dois committer mon code source, mais même avec ça, j'ai une commande qui m'aide à faire ça. Tout simplement, elle s'appelle Maven Fabricate Import. Cette commande, tout simplement, ce qu'elle va faire, elle va me créer un repository dans Git, elle va committer à ma place mon code et il va le pusher. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il va me donner directement un lien vers un CD pipeline, juste pour automatiser mon projet. Donc, je fais un set ici, save, et j'ai qu'à choisir un des pipelines qui sont déjà offerts. Donc, il y en a des pipelines qui sont déjà d'office dans Fabricate. Donc, je vais choisir celui-là qui permet de faire du testing, staging et production. Donc là, je l'ai lancé. Je peux aussi faire mes propres pipelines si je veux. Donc, si je reviens ici, je le laisserai faire son build tranquillement. Donc, comme j'ai dit, donc la première étape, c'est normalement le premier point d'entrée, c'est committer mon code source. Avec Fabricate Import, donc il m'a créé mon Git repo, il a commité, il a pushé mon code et il crée aussi un webhook pour détecter s'il y a un changement. Comme ça, il lance directement le workflow à ma place. Je n'ai pas besoin de le faire manuellement. Donc, une fois qu'on a fait Fabricate Import, vous avez vu, j'ai choisi un pipeline, donc un des workflows qui sont déjà proposés. On peut, comme je dis, on peut développer notre propre pipeline. Donc, une fois le build il est lancé dans Jenkins, une fois on a choisi notre pipeline et il est lancé par Jenkins, donc le build, il commence, il crée une branche, et tout simplement, il déploie dans le testing, il push les artefacts vers Nexus, l'image de Docker, elle est dans la Docker Registry. Donc, une fois qu'il déploie dans testing, il exécute les tests d'intégration, les tests unitaires, et une fois que ça passe, une fois que les tests sont OK, il passe en staging. Et une fois que c'est déployé dans staging, on fait nos tests d'intégration tranquillement, nos tests QA, nos tests User Acceptance Test. Et une fois qu'on est content, on appelle les gars d'opération. On est tous contents, vous êtes contents, on est contents. Et il appuie sur un bouton Approve. Et une fois que c'est le cas, c'est déployé en production. S'il veut bien. Voilà. Donc là, je suis à la première étape. Donc là, il a déployé dans l'environnement testing. Donc le build, il est fini. Il a déployé dans le testing et maintenant, il passe de bleu à vert. Donc le pod, donc le conteneur, il est bien démarré avec mon microservice dedans. Et maintenant, il va lancer les tests d'intégration, mes tests unitaires. Donc si les tests unitaires, ils passent, il va passer vers le staging. Le déploiement va passer vers le staging. À ce moment-là, il va m'afficher tout simplement une fenêtre pour me dire si vous voulez continuer à aller en production ou pas. Donc à ce moment-là, on peut faire nos tests d'intégration. Donc c'est ce qu'il a fait là. Donc là, il est passé en staging. Et là, j'ai un bouton ici. Donc si je fais proceed, il va me déployer le même en production. Ce qui est pas mal, c'est que dans cette console de Fabricate, j'ai tout dedans. Je n'ai pas besoin de naviguer de Jenkins à GitHub, de GitHub à Nexus. J'ai tout dedans. J'ai ma vue sur les 3 environnements, staging, testing, staging et production. J'ai mon pipeline directement ici. J'ai le log de mon build. Et en bas, j'ai les commits que j'ai sur mon projet. Alors, si on veut tester quand même, je vais aller dans Git, donc je vois bien mon projet ici. Si je vais dans Jenkins, donc je trouve bien le build qu'il a fait avec le pipeline. Et si je vais à Nexus, donc je trouve bien mes artefacts qui sont pushés dans Nexus.
Donc, ce qu'on a vu maintenant en 30 minutes, j'ai pu tout simplement faire un microservice, le DevOpser, l'automatiser. Et donc, le voyage qu'on a fait ensemble, c'était, voilà, c'est ça. On est passé d'un exemple, on l'a packagé en Spring Boot, on l'a dockerisé, on l'a déployé dans OpenShift et on l'a DevOpsé. Mon mot de fin, c'est tout simplement, si toutes ces tâches-là de scalabilité, de résilience et tout, toutes ces tâches répétitives, c'est mieux de le déléguer tout simplement à une plateforme qui gère ça comme Kubernetes et OpenShift, comme ce qu'on vient de voir, et ne réinventer tout simplement pas la roue, utiliser tout simplement Fabricate pour tout ce qui est DevOps et autres. Donc voilà, ça a été mon mot de fin. Merci. Toute bonne question, j'ai des livres, j'ai ramené que 10, donc toute bonne question, vous avez le droit à un livre là. Ouais, dis ça. Question par rapport à la connexion. Si j'ai mon private registré, mon private Nexus, tout ça, est-ce que Fabricate il facilite en fait tout ce qui est en fait intégration avec les outils qui sont privés ou pas? Laissez-moi, je vais juste vous montrer un truc. Répétez les questions. Répétez les questions. Ah d'accord. Donc si c'est pour tout simplement pour résumer ce que vous avez dit, donc imaginons qu'on a des teams, on a des équipes différentes et chaque équipe elle a besoin juste de son DevOps, sa plateforme DevOps. Elle ne veut pas être mixée avec les autres parce qu'on ne veut pas toucher à leur build, on ne veut pas toucher à leur... Donc cette ségrégation là, elle est faite là. Donc il y a un onglet team en haut et du coup, par exemple, ce que je viens de faire, je l'ai fait dans un namespace qui s'appelle default. Je peux créer par exemple selon l'équipe, je peux créer une team A pour tout ce qui est microservice A, team B pour microservice B. Et voilà, donc ça sera private, un Nexus private pour le team A pour le microservice A et un Nexus A. Puisque c'est en conteneur, on peut le dupliquer, on n'a pas cette contrainte-là. On n'a plus cette usine logicielle qu'on doit partager pour toutes les équipes. Vous pouvez avoir un pour chaque type de projet. Oui. Une question. Ok. Une question. Honnêtement, OpenShift, il est basé sur Kubernetes, mais en même temps, il offre des fonctionnalités de plus sur le top de Kubernetes, comme le source to image. Le source to image, c'est quoi? C'est une fonctionnalité rapide qui prend votre projet qui est dans le source, donc GitHub, et on a juste besoin de référencer ce projet-là, et il va directement des sources le builder et le mettre dans un conteneur. Ça, par exemple, elle n'est pas dans Kubernetes. Donc, il y a plein de choses qui sont dans OpenShift qui ne sont pas dans Kubernetes. Donc, par défaut, mon choix, ça sera OpenShift parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans Kubernetes. Je vous en prie. Il y a une question derrière? Ouais, non,